Introduction, la contribution de Spinoza à la démocratie libérale. Léo Strauss soutient que Baruch Spinoza est le premier théoricien de la démocratie libérale. Cela est significatif car la démocratie libérale, en tant que phénomène politique moderne, représente une rupture avec les manières précédentes de penser la politique. Pour comprendre pourquoi Spinoza occupe cette place dans la philosophie politique, il est nécessaire d'explorer sa relation avec les traditions de pensée antérieures et comment son matérialisme et sa philosophie politique marquent un tournant vers la modernité. Le rejet par Spinoza des autorités traditionnelles. Spinoza rejette ouvertement l'autorité de philosophes comme Platon, Aristote et Socrate. Dans ses lettres, il exprime une préférence pour les atomistes, tels que Démocrite, Épicure et Lucrèce, dont la vision matérialiste du monde séduit davantage Spinoza mais aussi la science moderne. Ces atomistes anciens, qui soutiennent une doctrine matérialiste, étaient indifférents aux questions politiques. Par exemple, Épicure conseillait, lat biosa, de vivre retiré et d'éviter les affaires politiques. En revanche, Spinoza était profondément impliqué dans les questions politiques, comme en témoignent ses œuvres et son identification personnelle avec des mouvements révolutionnaires, comme sa sympathie pour le révolutionnaire Masaniello. Spinoza introduit donc une nouvelle forme de pensée politique qui allie matérialisme et activisme politique, une démarche qui n'avait pas été réalisée par les philosophes précédents. L'influence de Machiavel et Hobbes. Deux penseurs politiques ont une influence significative sur Spinoza, Niccolò Machiavel et Thomas Hobbes. Machiavel. Pour Spinoza, Machiavel a été un précurseur crucial dans le développement de la pensée républicaine. Spinoza admire Machiavel pour son républicanisme et sa critique de la monarchie absolue, le recouvant de termes élogieux comme le plus prudent, sage, le plus ingénieux ou le plus acéré. Bien que le prince de Machiavel soit souvent associé à la pensée monarchique, Spinoza l'interprète comme un avertissement contre les dangers du pouvoir absolu. Dans ses discours, Machiavel défend la multitude, le peuple, contre les critiques aristocratiques l'accusant d'émotivité excessive et de volatilité, se positionnant comme un partisan des idéaux démocratiques. Cela résonne avec la propre vision de Spinoza de l'importance du collectif dans la structuration politique. Hobbes. Bien que Spinoza et Hobbes partagent de nombreuses similitudes dans leur théorie politique, il existe des différences importantes dans leur approche de la liberté et de l'état de nature. Les deux penseurs mettent l'accent sur l'idée de l'état de nature et du droit naturel, des concepts qui remettent en cause les visions idéalisées de la nature humaine. Pour Hobbes, l'état de nature est une condition chaotique et violente dans laquelle les individus ont un droit sur tout, ce qui mène à une guerre de tous contre tous. Cette condition rend nécessaire la formation d'un gouvernement centralisé et puissant pour éviter le conflit. Spinoza est largement d'accord avec Hobbes sur la condition humaine dans l'état de nature, mais il conserve une vision différente du droit naturel. Pour Spinoza, le droit naturel est préservé intact, contrairement à Hobbes, qui soutient que les individus doivent céder leurs droits à un pouvoir commun. Bien que les deux penseurs conviennent de la nécessité d'un gouvernement puissant, Spinoza se préoccupe davantage de la préservation de la liberté individuelle au sein de cette structure, cherchant un équilibre plus nuancé entre liberté et pouvoir. Le concept de l'état de nature. Les vues de Spinoza sur l'état de nature sont influencées à la fois par les traditions théologiques chrétiennes et les interprétations modernes et séculières de Hobbes. Le concept de l'état de nature provient de la théologie chrétienne, où il distinguait l'état d'innocence, status puré naturé, et l'état de corruption du péché, status naturé lapsé, de l'état de grâce. L'état de nature signifiait également la condition des non-chrétiens et des non-juifs, tels que les peuples autochtones rencontrés par les colonisateurs européens, qui manquaient de la loi divine ou de la grâce. Cette conception théologique de l'état de nature permettait de considérer ces groupes comme vivant selon les facultés naturelles seuls, indépendamment de la loi divine ou scripturaire, même s'ils avaient un gouvernement ou une organisation sociale, comme cela était évident dans les civilisations mésoaméricaines telles que celles du Mexique et du Pérou. La réinterprétation de l'état de nature par Hobbes se démarque de ce cadre théologique, le traitant comme une condition purement politique d'insécurité et de conflit et refusant la distinction entre nature corrompue et nature innocente. Cette situation appelle à la mise en place du gouvernement humain et non de la grâce divine. La philosophie morale et l'éthique de Spinoza. Spinoza se démarque fondamentalement de Machiavel et Hobbes dans sa philosophie morale. En effet, ces derniers sont souvent considérés comme des philosophes immoraux et vicieux. Spinoza se démarque de ces derniers par la revitalisation de la tradition morale stoïcienne.
Il construit un édifice stoïcien sur des fondations modernes, machiavéliennes et hobbesiennes. Contrairement à Hobbes, pour qui la théorie est subordonnée à la pratique, la science n'étant qu'un moyen pour le pouvoir, Spinoza restaure d'une certaine manière la conception ancienne de la théorie, en lui accordant une importance, mais en restant sur un socle moderne. Contrairement à l'approche pratique d'Aristote, qui met l'accent sur le contrôle et la modération des passions, Spinoza adopte une position plus théorique, traitant les passions comme des objets mathématiques ou comme des corps célestes. Pour Spinoza, des passions comme la haine, l'envie et la colère ne sont pas intrinsèquement mauvaises, elles sont simplement des expressions naturelles des êtres humains interagissant avec le monde. Bien que Spinoza reconnaisse la nécessité pour les individus de contrôler leurs passions afin d'éviter le malheur, il ne les moralise pas dans le sens traditionnel. Au lieu de cela, il traite les passions comme des objets d'étude scientifique. Ces passions, bien que pouvant s'orienter vers le mal et nécessitant un contrôle, sont des exemples remarquables du pouvoir de la nature, une perspective que l'on peut retrouver dans l'ouvrage Cousin bête de Balzac. Nous ne pouvons appeler la nature bien ou mal. La nature est réalisme et nature de l'action humaine, moderne contre ancien. Spinoza, à l'instar de Hobbes Machiavel, adopte une vision réaliste de la nature humaine. Cette vision réaliste est conduite au rejet de la téléologie, l'idée que les êtres humains sont naturellement dirigés vers un but moral ou une fin spécifique. Au lieu de cela, Spinoza voit les actions humaines comme le résultat de la nécessité naturelle, une vision qu'il aligne avec Machiavel et Hobbes, qui rejette également l'idée que les humains agissent selon une bonté inhérente. La vision traditionnelle soutient que l'homme possède un libre arbitre et est responsable de ses fautes. En revanche, Machiavel, Hobbes et Spinoza affirment que les humains sont naturellement poussés à agir mal, non par choix, mais parce que la nature humaine les place dans des situations où la faute devient inévitable. Selon Hobbes, état de nature, entraîne intrinsèquement les individus dans le conflit et le mal, et ce n'est que par l'intermédiaire du gouvernement humain, et non de la nature, que l'on peut éviter le tort. Le dénominateur commun de Machiavel, Hobbes et Spinoza est leur réalisme, qui nie l'inclination naturelle de l'homme vers le bien. Ce point est particulièrement marqué chez Machiavel et Spinoza, mais aussi chez Hobbes, notamment dans ses éléments de la loi, où il soutient que l'homme n'a pas de tendance innée au bien, mais crée ce qu'il perçoit comme « bien » par la raison, en réponse à une insatisfaction. Contrairement à la vision traditionnelle, où la nature guide l'homme et la raison joue un rôle secondaire, Hobbes considère que c'est la raison qui guide l'action humaine, et non la nature. Le système déductif de Spinoza. L'approche de Spinoza à la philosophie morale et politique se caractérise par son côté déductif. Il construit sa théorie politique de manière systématique, en partant de principes métaphysiques abstraits et en dérivant des conclusions politiques à partir de ceux-ci. Cette approche ressemble à celle de Hobbes, qui développe également un système déductif de théorie politique, en particulier dans son ouvrage de Sive. Cependant, le point de départ de Spinoza est plus abstrait et théologique, fondé sur sa compréhension de l'intellect et de la volonté de Dieu alors que celle de Hobbes est déduite de principes empiriques, à savoir que tous les hommes cherchent à maximiser leurs gains et craignent la mort violente. Selon Spinoza, si l'intellect et la volonté de Dieu sont identiques, alors tout ce qui existe est voulu par Dieu tel qu'il est, ce qui signifie qu'il ne peut y avoir de mal inhérent. Tout ce qui se produit, y compris l'usage du pouvoir par n'importe quel être, est considéré comme divinement sanctionné et juste. Cela mène à une doctrine controversée selon laquelle le droit est égal à la puissance, et une vue qui peut être comparée aux enseignements de Machiavel et Hobbes, qui examinent également le pouvoir et la liberté en politique. Cependant, Spinoza s'appuie sur cette prémisse pour soutenir que ce n'est qu'en associant le droit à la puissance qu'une société peut être véritablement libre. Cela contraste avec les théories démocratiques libérales traditionnelles qui font souvent une distinction entre les deux. La théorie de Spinoza, enracinée dans l'inefficacité du droit comme force distincte de la puissance, remet en question les idéaux conventionnels et fournit une base pour une forme plus pragmatique de démocratie libérale. Ce développement, malgré ses origines peu prometteuses d'un point de vue moral et vertueux, reflète la tentative de Spinoza de créer une théorie robuste de la liberté et de la société, influencée par Machiavel et Hobbes, mais visant une liberté plus structurée et puissante.